20h à Kinshasa, une heure de plus à Kindu, dans le Maniema. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 24 mai. Sommaire. Il est sorti de sa tanière pour un discours virulent à l'encontre de Kinshasa. Il a vu tout en rouge. Joseph Kabila Kabange a fait une proposition en 12 points. Les réactions fusent de partout. Vous le suivrez dans ce journal. Les Congolais ont droit à une carte d'identité, mais ça fait des décennies qu'ils attendent. L'Office national d'identification de la population s'engage dans ce processus de recensement général de la population. À vocation agricole, la province du Kwilu veut mettre à contribution ce secteur pour son essor. Le ministre provincial en charge de l'intérieur du Kwilu a visité le programme national de développement agricole avec des idées d'amélioration des activités. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo et le Saint-Siège entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Ce samedi 24 mai, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans ses bureaux du Mont-Ngaliema le nonce apostolique. Le chef de l'État et Monseigneur Midja Leskovar ont évoqué, entre autres sujets, l'initiation à la paix et au bien-être, au vivre ensemble en République démocratique du Congo. On fait le point avec Fanny Kikoufi. Et bienvenue Kabamba. Ce fut un moment de change aussi important que constructif accordé au nonce apostolique par le président de la République. Avec en toile de fond la recherche d'une paix durable dans le pays, Monseigneur Midja Leskovar et le chef de l'État ont évoqué plusieurs questions sociales et religieuses dont l'initiative de paix prise par le prélat catholique et l'Église du Christ au Congo. On a parlé de plusieurs choses entre eux, aussi sur l'initiative pour la paix et bien vivre ensemble dans la République démocratique du Congo et des régions des Grands Lacs, qui est soutenue, comme vous savez, par le CENCO et la SCC. On s'est échangé très bien au sujet pour voir quel est le progrès, quels sont les défis et quelles sont les possibilités aussi pour la développer. Et dans ce sens-là, c'est bien sûr la question de la paix et du travail pour la paix qui concerne tout le monde. Ça a été aussi le premier message du pape Léon XIV qui a à plusieurs reprises déjà parlé de la paix, de l'importance de la paix. Il a dit aussi que le futur appartient pas aux ceux qui font les victimes, mais aux ceux qui font la paix. Le chef de l'État est resté très réceptif au message de Monseigneur le nonce. Ce dernier a transmis au président de la République le message de gratitude du Saint-Siège après sa participation très remarquée aux funérailles du pape François à la place Saint-Pierre. Les membres de l'exécutif national se sont retrouvés à la Cité de l'Union africaine autour du président de la République pour la réunion du Conseil des ministres. Des questions liées à la sécurité, l'économie, la diplomatie et autres sujets d'intérêt national ont été évoqués. On fait le point dans ce compte rendu du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Le président de la République a rappelé que dans le double objectif de consolider l'unité nationale, mise à mal par des conflits successifs, et de promouvoir un développement de proximité. Les constituants a structuré notre État en 26 provinces. La ville-province de Kinshasa incluse toute dotée de la personnalité juridique et investit des compétences décentralisées conformément à la Constitution. Depuis la mise en place des institutions provinciales prévues par la Constitution, notre pays a été confronté à des tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits, souvent matérialisés par de motions de défiance, ont conduit à la destitution de plusieurs gouverneurs de province. Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan des développements administratifs et socio-économiques escomptés. Là où la stabilité institutionnelle devait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment de conditions de vie de nos concitoyens.
Par ailleurs, alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie Est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. La dernière sortie médiatique de l'ancien président de la République, nous l'avions dit à l'entame de ce journal, Joseph Kabila suscite des réactions. Pour Thierry Moussenepo, le message de l'ancien président est vu comme une manipulation de l'opinion. Francine Atomissi et Bijou Ekamba. Jean-Thierry Moussenepo Mototo a eu des mots justes pour interpréter la dernière sortie publique sous forme d'un message de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Selon ce communicateur de l'Union sacrée, l'homme de Kingakati s'est exprimé non pas pour construire, non pas pour s'excuser, mais pour tenter une ultime manipulation. Ce que l'ancien président n'a pas dit, c'est que les larmes de la partie Est de notre pays ont coulé sous son règne. Non pas comme un accident, mais comme le fruit d'un calcul politique froid et cynique. Il nous a présenté ce qu'il appelle un pacte citoyen, en 12 points. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas un pacte, c'est un piège. Ce n'est pas un programme, c'est de l'offensive politique, déguisée après son échec. Le plan principal, c'était la déstabilisation violente de notre pays par le M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Nous ne retournerons pas en arrière, a-t-il conclu. Personne n'a entendu une seule phrase où le Rwanda a été condamné, où le M23 a été apostrophé, où l'AFC a été condamné, où Corneille Nangaa et tous les autres terroristes ont été épinglés. Il n'est donc plus acceptable aujourd'hui que des méthodes qui apportent la mort puissent être aujourd'hui utilisées pour que des personnalités qui pensent que la République démocratique du Congo leur appartient puissent revenir aux affaires. Pour Jean-Thierry Moussenepo Mototo, Joseph Kabila serait ni plus ni moins qu'un pyromane qui se présente en sapeur-pompier. Quittons Kinshasa pour Kananga où la ferveur populaire a rencontré l'action gouvernementale. En visite officielle dans le Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été accueillie ce samedi 24 mai 2025 par une population en liesse. Entre message de l'unité nationale et l'engagement pour le développement, la chef du gouvernement a marqué les esprits. Chimène Dondo Pompoumba et Djokoko. Ambiance électrique ce samedi 24 mai 2025 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a été accueillie par une foule en liesse. Des centaines de personnes se sont massées le long de son parcours pour lui témoigner leur soutien. Un accueil chaleureux des autorités provinciales dont le gouverneur Kamboulou Konko, symbole de l'espoir que suscite sa gouvernance. Il s'agit de sa toute première visite officielle en tant que chef du gouvernement au Kasaï central depuis sa nomination. Une visite placée sous les signes de la proximité et de l'écoute. Sur le terrain, la première ministre veut palper du doigt les réalités locales afin de mieux orienter l'action publique. En tant que Premier ministre, c'est bien de gérer, de coordonner l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa. Mais c'est important aussi de descendre sur le terrain et au niveau des provinces. C'est vrai que je ne peux pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les ETD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre en collaboration avec les différents gouverneurs de province et donc ici
le gouverneur du Kasaï central, et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province, et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on puisse évoluer. Mais l'autre objectif aussi, c'est de pouvoir démontrer en arrivant ici au Kasaï central que la République démocratique du Congo est une seule, indivisible, et donc c'est de passer ce message de paix, de cohésion nationale. Il est important de montrer à la population que nous devons être tous unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous ne voulons qu'une chose, le respect de l'intégrité territoriale du pays, le respect de notre souveraineté. Avec cette visite, Judith Soumina Tuluka veut marquer une nouvelle dynamique, un gouvernement proche des citoyens, à l'écoute et engagé pour la paix et le développement dans toutes les provinces. Revenons à Kinshasa où les chefs coutumiers de 26 provinces de la RDC se sont réunis à l'échangeur de Limete devant les 4 piliers de ce monument, symbole de la diversité linguistique du pays. Ils ont tous plaidé pour leur participation au processus de paix conformément aux dispositions garanties par la Constitution en son article 207. Den Balaka et Rigen Shinado. Au-delà des frontières diplomatiques et militaires menés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue d'un retour définitif de la paix sur l'ensemble du territoire national, les chefs coutumiers de 26 provinces réunis à l'échangeur de Limete à Kinshasa plaident unanimement pour leur implication active dans le processus de paix à travers une initiative baptisée Mabele Yabiso Moko Tolingi Kimia, ce qui signifie « Nous voulons la paix durable sur les terres de nos ancêtres ». S'appuyant sur l'article 207, alinéa 3 de la Constitution, ces autorités traditionnelles se donnent pour mission de consulter les filles et fils de la mère patrie afin de les rassembler autour de l'arbre à palabres, symbole de sagesse puisée dans la richesse culturelle du pays. Nous vous annonçons notre détermination de lancer dans un délai raisonnable des consultations ouvertes avec tous les acteurs politiques, sociaux et religieux de la nation précédés par les représentants au premier chef coutumier du Congo, le président de la République, chef de l'État, de notre feuille de route en perspective de l'organisation du dialogue entre les filles et fils autour de l'arbre à palabres. Conscientes que la paix véritable s'est construite dans la justice, les autorités coutumières appellent à la mise en œuvre de la justice transitionnelle en vue de garantir la réparation morale et physique des victimes des conflits et autres exactions. Après Butembo, la caravane humanitaire Amani vient d'atterrir à Beni. Deuxième étape, occasion pour l'honorable Patrick Munyombo de se rendre à l'aéroport de Mavivi. Dien Balaka. La ville de Beni, dernière étape de la caravane humanitaire Amani, a accueilli la délégation du député national Patrick Munyombo. Cette mission, qui entre dans sa dernière droite ligne, lui a permis d'être à l'écoute de toutes les couches sociales de la région. Voilà pourquoi l'élu de Goma s'est entretenu tour à tour avec le député provincial du Nord Kivu, les responsables de confessions religieuses, les jeunes leaders des Beni et Butembo, les femmes leaders, les acteurs de la société civile, pour ne citer que cela. Je suis venu assister et tous les déplacés qui sont venus de Goma, de Nyiragongo, de Bukavu, partout ailleurs, qui sont maintenant à Beni. Et nous lui avons présenté aussi les difficultés qu'elle traverse l'union sacrée de la ville de Beni. Et à cette difficulté, il a réagi convenablement par rapport à ses moyens et il nous a promis de nous acheter un bis pour les déplacements, pour faciliter les déplacements des cadres de l'union sacrée de la ville de Beni. Cette deuxième étape de la caravane, l'honorable s'est rendu à l'aéroport de Mavivi. Sur place, il a de nouveau posé ses actes de générosité en offrant gratuitement plusieurs billets d'avion à des compatriotes qui voulaient se rendre à Kinshasa. À Kinshasa, justement, l'administration publique présente un nouveau visage. Les élus du Kwilu ont voulu en savoir un peu plus sur les réformes en cours. Ils ont été reçus par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilosho, Moke Maluma.
Lancé dans une démarche républicaine de rendre compte aux élus du peuple, conscient de la nécessité de la redevabilité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a poursuivi avec les échanges avec les députés nationaux, membres du caucus de la province de Kwilu, le jeudi 22 mai 2025. Au cours de cette réunion, les élus du peuple ont été édifiés sur les actions menées pour une gestion rationnelle des ressources humaines de l'État dans le cadre de la réforme de l'administration publique, notamment en rapport avec la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la dématérialisation des démarches administratives, la mécanisation, la mise en œuvre du nouveau système de sécurité sociale, le rajeunissement qualitatif et compétitif. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons suivi vraiment des explications sur les réformes qu'il est en train de mener et j'ai vu qu'il est en train de révolutionner. J'étais impressionné aussi par le fait qu'il est en train d'instaurer même le système des rentes complémentaires, que moi j'ai vécu à la SNEL, que les gens n'ont jamais vécu dans la fonction publique. Je crois que nous sommes là pour que la vie des Congolais, surtout des fonctionnaires, soit améliorée. Et ce qu'il est en train de faire, moi je préfère dire que c'est formidable. Les élus du peuple, membres du caucus du Kwilu, ont salué les avancées réalisées et promis d'accompagner la réforme implantée pour le redressement de la modernisation de l'administration publique congolaise. Nous étions devant une personne très compétente, une personne qui a une très belle vision du renforcement de la fonction publique. Portant à cœur les problèmes administratifs rencontrés dans leur circonscription électorale, les députés nationaux du caucus du Kwilu ont exposé les différents problèmes auprès du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, qui a pris ses désidérata à bras-le-corps pour des solutions durables. À l'Office national d'identification de la population, le processus d'un recensement fiable, gage de l'octroi d'une carte d'identité à tout Congolais est désormais d'actualité. L'ONIP tient ainsi à accompagner les actions du chef de l'État. Le directeur général de cette entreprise en a échangé avec les chevaliers de la plume. Pierre Mbouy était là pour le compte de la RTNC. La direction générale de l'Office national d'identification de la population ONIP fait de la bonne gouvernance administrative, financière et technique de cette structure sous tutelle du ministère de l'Intérieur, l'une des grandes priorités de leur feuille de route pour une gestion managériale axée sur les résultats concrets. À cette fin, le directeur général de l'ONIP, Richard Ilungantumba, a pris langue avec les chevaliers de la plume autour d'une série d'éclaircissements sur le rôle que doit jouer et la place que doit occuper cet office sur l'échiquier national. Je ne tiens pas ce point de presse pour faire le procès de l'ICOCO et de l'ODEP. Néanmoins, il est important pour des structures aussi connues, pour leur déontologie, pour leur éthique, de relever que ce qu'ils ont fait est inadmissible. Celui qui est en train de vous parler est le directeur général d'une très grande structure au niveau de la République. Donner la carte d'identité à la population, c'est une très grande mission. Je suis parfois fier de dire que c'est la plus grande mission actuelle de la République démocratique du Congo. Et chercher, en ce moment où nous sommes en train de nous battre bec et ongle pour lancer cette opération, chercher à déstabiliser la tête de l'ONIP, c'est diabolique. À travers ces fructueux échanges, le directeur général de l'ONIP a balisé la voie pour de meilleurs lendemains de l'Office national d'identification de la population. En santé, la prise en charge intégrée à l'ère de la couverture santé universelle, c'est le thème du 2e congrès national sur la drépanocytose qui a ouvert ses portes à l'université de Lubumbashi, faculté de médecine. L'honorable Shekem Alanji, désigné ambassadeur des drépanocytaires en RDC, a participé à ces travaux. Anim Balaka. C'est à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi que sont ouvertes le vendredi 23 mai 2025 les assises du 2e congrès national sur la drépanocytose en République démocratique du Congo. Une initiative de la Société congolaise de la drépanocytose dans un pays qui figure parmi les plus touchés au monde par cette maladie génétique. Sous les thèmes drépanocytose en RDC, enjeux, défis, perspectives et prise en charge intégrée à l'ère de la couverture santé universelle, cette rencontre de 2 jours réunit médecins, chercheurs et professionnels de santé autour d'un objectif commun, améliorer la qualité de vie des patients drépanocytaires souvent marginalisés et stigmatisés.
Parrain de ce congrès, le député national Cheken Malanje, accompagné de son épouse Sandra Malanje, a été officiellement désigné ambassadeur de cette cause avant de souligner l'urgence d'un accompagnement psychosocial et médical renforcé. Le recteur de l'université de Lubumbashi, dans son allocution, a salué l'engagement du professeur Letera, pionnier de la recherche sur la drépanocytose, aujourd'hui décédé. Il a plaidé pour que son nom soit perpétué, soit par un prix scientifique, soit par l'érection d'un monument à sa mémoire. Parmi les interventions notables, celle du professeur Aristote Bouya, en ligne depuis Kinshasa, qui a plaidé pour l'intégration de la médecine traditionnelle dans la prise en charge des patients, à condition que celle-ci soit encadrée par la médecine moderne. Notre souci est d'accompagner les efforts de médecins pour qu'ils soulagent les nombreuses familles touchées par cette maladie, a conclu le député Cheken Malanje. Le congrès se poursuivra jusqu'au samedi 24 mai 2025. Comment accompagner la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur le sous-sol? Eh bien, les mamans du réseau des femmes entrepreneurs du Congo ont été sensibilisées sur le rôle dans le secteur de l'agriculture. Du Congo, qui dispose 80 millions d'hectares de terres arables, est confrontée au danger du réchauffement climatique. Elles étaient en face du ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe. Marie Kalong. Il est temps que le Congo nourrisse l'Afrique suite à la montée en force du changement climatique. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, peut aussi compter sur l'apport des mamans du réseau des femmes entrepreneurs et sociales du Congo. Le Mineta Mouchaïl les a rassurés de son accompagnement en les dotant de terres arables, instruments et matériel aratoire après s'être organisés en coopérative. Retournons au champ pour montrer aux étrangers que nous sommes à mesure de manger chez nous. Mes homologues ministres de l'Agriculture m'ont dit que le changement climatique a détruit la production agricole chez nous. Ils ne sont plus en mesure de mieux produire. Maintenant, c'est à nous de les nourrir. Le chef de l'État, lors de sa visite à Lubumbashi, avait déclaré que nous devons nourrir pas seulement le Congo, mais aussi l'Afrique. Est-ce que c'est possible? Devant les représentants des différentes structures et microfinances, ces femmes battantes ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat dans divers domaines. Le réseau des femmes entrepreneurs que dirige Madame Myriam Sefou a remis un diplôme de mérite au ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, pour son engagement et leadership pour le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo. Et dans la même veine, la province du Kwilu choisit de développer son agriculture pour relancer son économie. Le ministre provincial de l'Intérieur a fait le déplacement pour se rendre compte des travaux agricoles exécutés par le Programme national de développement agricole. Regardez. Le ministre provincial de l'Intérieur de la province du Kwilu, son Excellence Jean-Malo Mbongo Passi, a effectué du 10 au 20 mai dernier une mission de supervision des activités du Programme national de développement agricole PNDA dans les territoires d'Idiofa, Gungu et Bulungu pour s'imprégner de réalisation du dit programme. Partout où il est passé, son Excellence Jean-Malo Mbongo Passi a d'abord échangé avec les autorités locales sur l'évolution des activités. Ensuite, il a visité quelques champs des petits exploitants agricoles inscrits dans le registre national des agriculteurs ayant bénéficié de l'accompagnement du PNDA au cours de la saison B 2025. Enfin, son Excellence Jean-Malo Mbongo Passi a noté avec satisfaction l'impact positif de la mise en œuvre du PNDA au Kwilu. Pour vérifier les activités du PNDA sur le terrain, là nous sommes en train de visiter un champ de 2 hectares de maïs à Mouilambongo. Nous sommes très satisfaits de la qualité du travail abattu. L'extension de la ville de Kinshasa, le projet se matérialise lisiblement au cours d'un déjeuner d'affaires. La Chambre du commerce et de l'industrie franco-congolaise ont examiné le point fort de cette matérialisation. Chimène Dondo. La Chambre de commerce et industrie franco-congolaise a organisé le déjeuner d'affaires en collaboration avec Carousel Finance, partenariat financier stratégique du projet d'extension de la ville de Kinshasa coordonné par Thierry Katembwe.
Cet événement, qui a réuni plus de 70 participants, s'inscrit dans la continuité d'une série de rencontres similaires déjà organisées à Paris et Bruxelles en avril dernier et qui se poursuivront au Qatar et potentiellement aux États-Unis. L'objectif de ces déjeuners était de rassembler autour d'une même table de partenaires et investisseurs potentiels de s'impliquer dans cet ambitieux projet d'extension de la capitale congolaise, dont le lancement est désormais imminent. Tenu ce vendredi 23 mai dernier à l'hôtel Hilton de Kinshasa, l'événement a vu la participation des représentants gouvernementaux, notamment du ministre sectoriel de l'urbanisme et habitat et de l'aménagement du territoire, ainsi que le délégué du gouvernorat de la ville de Kinshasa. C'est une plateforme très intéressante puisqu'il y a plusieurs sociétés qui peuvent être encore intéressées de venir participer et ça a été le cas. C'est dans le cadre à la fois de la sensibilisation mais de l'attrait aussi de partenaires, d'investisseurs. Ils ont une réelle expertise. Donc oui, c'était de tout notre intérêt d'accepter cette invitation où carrément ils nous ont mis à l'honneur. Initialement prévu pour durer 2 heures, le déjeuner s'est prolongé au-delà de 3 heures, témoignant à l'engouement suscité par les discussions et de l'importance stratégique du projet. Et quelques personnalités qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs ont été décorées par la chancellerie des ordres nationaux. Le général André Matute Zouloa a remis à chacun la médaille d'or du mérite civique. Erika Bamba nous fait revivre cette cérémonie. Regardez. Avec beaucoup de fierté d'honneur, Maître Tarsis Mata Diwamba marche doucement sur ses tapis rouges pour aller recevoir sa médaille d'or de mérite civique. Comme lui, 3 autres personnes aussi sont honorées ce jour par la chancellerie des ordres nationaux. 2 médailles leur décernées pour des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise dans l'exercice de leur métier. Une récompense de la nation octroyée au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matute Zouloa, qui les a félicités. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Sincères félicitations. Au nom de tous les lauréats du jour, Maître Tarsis Mata Diwamba a remercié les chefs de l'État pour cette récompense solennelle. La reconnaissance des bons et loyaux services rendus au pays, reconnaissance du bon travail fait pour le pays. Et en ce qui me concerne, c'est du travail fait comme avocat. S'en est suivi une série de photos des familles devant le bâtiment de cet établissement rattaché à la présidence de la République. La seule habilitée à produire et à distribuer l'effigie du chef de l'État et d'autres symboles des souverainetés du pays. Le ministre délégué à l'urbanisme Tengue Telito revient de Lubumbashi où il a échangé avec le maire de cette ville, une mission qui s'inscrit dans la logique de la politique de son ministère qui tient à des villes congolaises assainies. D'autres précisions avec Luizen Sakalamalasa. En charge d'impulser l'amélioration des villes congolaises, les assainir et les rendre plus attractives, Didier Tengue Telito poursuit ses rencontres avec les maires de la RDC. Après Kinshasa et Congo central, le ministre délégué à l'urbanisme a mis les caps sur la ville qu'il préfère de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Accompagné de Patrick Kafwimbi, maire de Lubumbashi, Tengue Telito a inspecté les travaux d'assainissement au niveau du carrefour des avenues Femme Katangaise et les boulevards Katouba. Au tenancier des boutiques sur l'avenue Femme Katangaise, le ministre a rappelé que les artères ne sont pas des dépotoirs. Nous avons partagé aujourd'hui avec Monsieur le maire pour palper un peu du doigt les réalités du terrain, c'est-à-dire les problèmes auxquels ils sont confrontés ici sur place, que ce soit dans le cadre de l'assainissement, dans le cadre de la gestion, dans le cadre de l'accompagnement du développement urbain. À notre niveau aussi, donc on a décidé de joindre ensemble nos synergies et de travailler dans le cadre de différentes réformes pour leur permettre de mieux maximiser les recettes et de mieux taxer les pollueurs. La visite se poursuivit dans la commune de Kamalondo, le long de l'avenue Circulaire. Ici, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tengue Telito, a assisté à l'évacuation d'un énorme amas d'immondices qui entamait la salubrité de la commune. Occasion pour les ministres de sensibiliser la population sur l'assainissement et la protection de l'environnement.
Tengete Lito a rappelé que la gestion urbaine est une affaire des collectivités et chacun a un rôle à jouer. L'implication de tous est une nécessité pour la réussite du processus de la réforme de la police nationale congolaise. Les députés nationaux et sénateurs ont participé à un atelier de formation sur la gouvernance sécuritaire et la loi de programmation de la police 2025-2029. Rodé Panda. Les députés nationaux et sénateurs renforcés en capacité sur la gouvernance et la réforme sécuritaire, mais aussi et surtout sur la loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise 2025-2029. C'était donc la matière au cœur de cet atelier, organisé du 21 au 23 mai 2025 par 3 des assises financées par l'Union européenne. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui a ouvert ces assises en présence de membres de la commission PAJ, Défense et Sécurité de 2 chambres du Parlement ainsi que de la société civile. Occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement en vue d'atteindre les objectifs de cette réforme de la police. Et cela doit se passer avec l'accompagnement et l'engagement des députés et sénateurs. On a non seulement atteint nos objectifs, mais c'est aussi une réussite totale par rapport à la qualité des interventions, par rapport à la qualité des exercices pratiques. On s'est vu que les députés et sénateurs ont bien voulu jouer le jeu. Il y avait une dynamique assez intense dans les groupes. Je suis satisfaite. C'est un travail que les commissions font au quotidien, mais aujourd'hui on l'a mis en pratique. C'était encore plus important parce que les commissions se sont adonnées à l'examen du projet de loi de programmation. Cet atelier de haut niveau, avec des matières abondantes, vaut son pesant d'or dans l'exercice de la simulation et les travaux en groupe qui ont donné lieu à des résolutions et conclusions pertinentes. Tenons absolument à ce que cette loi soit votée à 100%, que ça soit exécuté. Nous allons tout faire pour que le gouvernement puisse exécuter ce projet de loi. Il faut noter que les frais observés dans l'application de cette réforme, il y a le manque de moyens financiers conséquents alloués à ces processus. Et pour s'assurer des travaux et autres difficultés des travailleurs de la SNEL, le DG Fabrice Lucende a effectué une descente au Lualaba pour palper ces réalités et prendre des décisions éclairées. Le résumé de cette mission dans ce reportage de Edith Chala. Le directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lucende, a échangé avec les responsables de la SNEL, Groupe Ouest, mardi 20 mai 2025 à Kolwezi de la province. Le directeur Lucende est venu au Lualaba pour des échanges socio-professionnels, mais aussi recueillir à la source les informations sur la situation des infrastructures, dessertes et projets en cours du gouvernement provincial du Lualaba exécutés dans la région sud, comme l'a dit Mutombongo, directeur régional de la SNEL. Il a voulu que la situation soit améliorée, en dépit des blackouts que nous connaissons qui sont liés aux aléas de l'exploitation, comme on le dit. Vous avez cette histoire de construction de digues qui, à ma foi, réduisent les influents des rivières qui amènent l'eau dans les lacs de retenue de nos centrales Zilo et Nseke, ce qui participe, qui favorise pratiquement la diminution des machines tournant. Une réunion qui s'est déroulée en 2 jours, soit mardi 20 et mercredi 21 mai 2025 dans la grande salle de réunion de la SNEL à Kolwezi. C'est par une photo de famille que cette grande réunion de plus de 5 heures du temps a pris fin. À Kinshasa, le président de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, Laurent Batumona, a, au nom du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou, reçu plusieurs délégations en audience. Les questions d'adhésion au sein de son regroupement politique AAAP et son soutien au chef de l'État étaient au cœur de ces entrevues. Malumbela. En cette période de crise sécuritaire et humanitaire sans précédent dans l'est de la RDC avec la guerre d'agression imposée par le Rwanda, Laurent Batumona s'emploie à ratisser le large pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans ses efforts de ramener la paix et de reconstruire le pays. Cela s'est traduit par l'engagement d'adhésion exprimé par plusieurs structures politiques et autres associations au sein du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP. Au cours de la semaine, le président de l'AAP s'est prêté
à une querelle d'audience au cours de laquelle des partis politiques, associations et autres personnalités ont pris l'engagement de porter haut les idéaux du chef de l'État, un homme épris de paix, soucieux du développement économique et du bien-être des peuples congolais. Au cours de ces différentes rencontres, Laurent Batumona a, au nom du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankushiku, fait part à ses hôtes du cadre réglementaire qui régit l'AAP et sa devise qui se résume en ces termes: loyauté au chef de l'État, discipline et efficacité dans l'action. Dans cette délégation des nouveaux adhérents, on note la Fondation Kwanzambi, OPDP, Debout Kinshasa, MCC, Union des femmes de Kinshasa, PDR, CLT, MPVD, soutenant les Congos notamment. Laurent Batumona, président de l'AAP et autorité morale du mouvement de solidarité pour les changements, ne cesse de mobiliser les troupes autour du chef de l'État. Il a été repéré dans l'agora politique congolaise comme un homme politique stable, capable de mobiliser les efforts pour aider la RDC à travers le chef de l'État Félix Tshisekedi afin de trouver les moyens pour instaurer la paix. Les délégations ont exprimé un sentiment très positif des échanges et bonnes impressions d'un homme rassembleur avec qui il faut compter. Et ce communiqué officiel, avant de boucler complètement ce journal, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a pris connaissance par le biais des réseaux sociaux de la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la République du Rwanda, selon laquelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR aurait procédé au rapatriement des réfugiés rwandais prétendument retenus en otage par les FDLR. Face à ces propos, le ministère tient à apporter des précisions et observations suivantes. 1. Respect des engagements internationaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réaffirme son attachement aux engagements internationaux auxquels il a souscrit en matière de protection des personnes déplacées de force conformément aux conventions et instruments régionaux et internationaux en vigueur. 2. Cadre juridique du rapatriement volontaire. Le processus de rapatriement évoqué s'inscrit dans le cadre de l'accord tripartite signé entre le Rwanda, la RDC et le HCR le 17 février 2010 à Kigali, portant sur le rapatriement volontaire des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo. Cet accord complète celui du 24 octobre signé à Kinshasa. Dans ce cadre, des milliers de réfugiés rwandais civils ont regagné volontairement leur pays d'origine avec l'appui du HCR. Ce processus se poursuit à ce jour de manière continue et sans contrainte, conformément au principe de non-refoulement. 3. Sur les allégations d'otages des FDLR, ces allégations, ces déclarations sont inexactes et trompeuses. Les réfugiés rwandais évoqués avaient en effet été dûment identifiés, recensés de manière détaillée et signalés aux autorités de leur pays d'origine dans le cadre de la tripartite RDC-Rwanda-HCR. Leur lieu de provenance était connu de l'ensemble des parties prenantes. Initialement établis à Karenga, ces réfugiés ont été contraints de se déplacer vers Sake, notamment dans des établissements scolaires tels que l'école primaire Kamuronza et l'école primaire Kessinga, la suite de l'évolution de la situation sécuritaire marquée par l'avancée de l'armée rwandaise sur le territoire congolais et le démantèlement des camps des déplacés. Cette zone se trouvait alors sous le contrôle de l'armée rwandaise. 4. Mise en garde contre la désinformation et les installations illicites. Le ministère dénonce une tentative de manipulation de l'opinion publique à des fins inavouées. Il rappelle que tout mouvement des populations en dehors de cadres légalement établis par la tripartite est considéré comme une transplantation illégale. À ce titre, il signale l'arrivée le 23 mai 2025 des camions transportant des populations rwandaises dans les zones occupées, notamment à Kabuanga, territoire de Nyiragongo.
En conséquence, le ministère de l'Intérieur réaffirme la volonté de la RDC de poursuivre dans le respect des normes internationales tout processus de rapatriement fondé sur le volontariat, la dignité et la sécurité des personnes concernées, en partenariat avec le HCR et les États partis aux accords en vigueur. Dans ce contexte, il apparaît impératif de convoquer une réunion de groupe technique tripartite réunissant la RDC, le Rwanda et le HCR en vue de réaffirmer les principes fondamentaux régissant le rapatriement volontaire des réfugiés tel que prévu par les accords en vigueur, ainsi que le processus de paix en cours dans le but de définir une nouvelle feuille de route concertée pour la poursuite de l'opération faite à Kinshasa le 24 mai 2025, Chabani Loko, Biongo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue à 23h avec Jacques Mégy. Demain 7h, Mireille Ndeki. Moi, je vous reviens la semaine prochaine avec le même plaisir. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.